Alors on va commencer par une table ronde. Et donc Claire Rogel-Gaillard, Mayana Housseil, Raphaël Kermaïdik et Tariq Bounmarnia. Voilà, je vous invite à vous installer. Donc on a réfléchi à 2 questions pour cette table ronde qui se veut interactive. Vous pouvez, il y aura des temps d'échange avec vous. N'hésitez pas à participer, poser des questions, faire des remarques. Donc la première question sur laquelle nous souhaitons que vous réagissiez est sur les enjeux scientifiques autour du changement climatique et de la santé. Comment les organismes de recherche se positionnent face à cette question urgente, mais tellement vaste qu'elle peut parfois faire un peu peur. Alors, Raphaël, alors il y a un micro entre vous qui est déjà allumé. Voilà. Alors, Raphaël, vous êtes doctorant au sein de l'École des hautes études de santé publique et ancien infirmier. Si vous voulez vous présenter un petit peu plus et répondre à votre vision de cette question. Tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis doctorant en santé publique à l'École de santé publique de Rennes. Anciennement infirmier, je suis passé par un Master 1 en éthique médicale et puis un Master 2 ensuite en risques sanitaires liés à l'environnement. Et là, je travaille sur la transition écologique du système de santé. On pourra revenir dessus après, plus tard. Mon point d'entrée, c'était de réfléchir au-delà du système de santé à quels sont les facteurs environnementaux qui impactent la santé des populations. Et l'idée étant de pouvoir agir de façon préventive et promotrice en santé sur ces facteurs environnementaux pour pouvoir réduire à terme la charge sur le système de santé et potentiellement réduire les émissions, notamment de gaz à effet de serre du système de santé, mais aussi tous les autres extrants du système de santé que sont les déchets de différentes natures, biologiques, radioactifs, chimiques, et puis les déchets ménagers, entre autres, et les impacts sur la biodiversité. Donc un point d'entrée assez large pour reposer un petit peu le contexte quand on parle d'environnement. Quelques éléments, par exemple, on considère en croisant plusieurs études que les environnements socio-économiques, ça participe à environ 45% à la santé des populations. Le système de santé, c'est à peu près 15%. Et puis, les facteurs environnementaux, donc on va dire exogènes, donc ça pourrait être la qualité des airs, des eaux, des sols, et puis évidemment les effets du changement climatique qui y sont associés, à peu près 25%. Alors ça, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a tout ce qui est comportemental et puis biologique. Ça, c'est assez intéressant parce que là, on se rend compte que rien qu'avec des facteurs socio-économiques et environnementaux, on peut expliquer à peu près 75% de l'état de santé des populations. Et donc, en termes de prévention-promotion de la santé, ça nous intéresse parce que du coup, on va un peu s'éloigner de l'injonction individuelle, on va dire, et arriver vers des actions vraiment promotrices sur les actions sur les milieux de vie. Et là, de fait, il y aura des interactions avec le changement climatique, mais pas que. Alors, pour coller avec le changement climatique, quand on parle d'environnement externe, que ce soit la qualité de l'air, des eaux et des sols, le changement climatique va les impacter de façon transverse. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que vous verrez ça tout au long de la journée, mais aura des conséquences socio-économiques qui vont affecter l'ensemble des pans de la société de façon assez inégale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, si vous avez vu dans la fresque du climat, ils ont rajouté cette année une carte qui s'appelle Inégalité environnementale et sociale de santé et qui pointe bien que le changement climatique va impacter les sociétés et les populations, et ce même en France, de façon différenciée. Et ça, c'est important à souligner. Et puis des synergies et des impacts croisés avec tous les autres environnements physiques externes, que ce soit la qualité de l'air extérieur, les pollens, l'eau, la sécheresse, les canicules, les inondations et la biodiversité. Et pour recoller avec mon sujet, le système de santé va impacter le système de santé à la fois de façon très physique, des établissements de santé qui sont directement exposés au risque d'inondation, des établissements qui ne sont pas du tout adaptés au niveau des vagues de chaleur par exemple, et puis la demande de soins qui va augmenter aussi avec la santé des impacts sanitaires du changement climatique. Raphaël, oui. On va peut-être passer la parole après oui, très bien. à Mayana.
Mayana Ousseil, donc, qui est chargée de mission auprès de l'INSERM sur les santé publique et transition écologique et sociétale. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Mayana Ousseil, je suis ingénieure de recherche. Et donc, j'ai 2 casquettes à l'INSERM. Une partie sur l'Institut thématique de santé publique, qui a vraiment un rôle d'animation et de coordination des équipes de santé publique de l'INSERM, et aussi de programmation de grands projets de santé publique, comme la mise en place de nouvelles grandes cohortes ou ce genre de projets. Donc, au niveau de l'Institut thématique santé publique, je travaille, la prise en compte du changement climatique, elle est vraiment sur l'aspect cœur de métier, c'est-à-dire quelle recherche on peut mener pour prendre en compte les impacts sanitaires du changement climatique, mettre en place des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Ensuite, je travaille aussi sur le volet plutôt exemplarité, c'est-à-dire essayer de limiter l'impact environnemental de la recherche en santé. Et ça, je le fais plus au niveau de la cellule transition écologique de l'INSERM. Donc, c'est une cellule qui a été mise en place l'an dernier au niveau de l'Institut, avec une personne dédiée à plein temps et qui cherche à promouvoir des actions de transition écologique au sein de l'Institut de l'INSERM. Et donc, on a des actions pour mener des bilans carbone ou faire des retours d'expérience entre les équipes. Donc ça, ce sont mes 2 casquettes. Et au niveau des enjeux scientifiques, j'aurais décomposé en 3 points. Je dirais qu'il y a, au niveau de l'INSERM, de la recherche en santé, un premier point où c'est vraiment mettre en place des équipes qui sont spécialistes de ce sujet de recherche en santé et climat. Donc ça serait par exemple on a mis en place l'an dernier un programme d'impulsion INSERM, c'est-à-dire que c'est un programme d'1,5 million d'euros sur 3 ans qui finance des équipes pour mener des projets vraiment sur la recherche sur le changement climatique et la santé. Par exemple, étudier les vagues de chaleur et l'impact que ça peut avoir sur la santé des populations. Il y a aussi des études qui vont être menées dans les pays du Sud sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale des personnes ou encore sur la tuberculose. Donc voilà, c'est des projets qu'on soutient et qu'on est amené à porter. Donc ça, c'est via le programme d'impulsion. Deuxième point, c'est au-delà d'avoir des équipes qui sont vraiment ciblées sur la thématique, je pense que c'est aussi important de communiquer, vulgariser et échanger avec d'autres thématiques de recherche, comme tout ce qui est neurotechnologie, infrastructure de recherche. Voilà, on a d'autres thématiques, le cancer ou l'alimentation au niveau de l'INSERM. Et donc, ça serait revenir vers chacune des thématiques qui ne s'emparent pas encore actuellement du sujet, mais leur dire que le changement climatique va venir aussi impacter leur thématique de recherche. Et le dernier point que je voulais évoquer en tant qu'enjeu scientifique, c'est aussi quand on met en place, par exemple, des grands programmes de recherche, comme une nouvelle cohorte pédiatrique qui va être un projet qui va être mené sur les 20-30 prochaines années. Quel va être le monde en 2050 ? Se poser la question, quel va être le climat à ce moment-là ? Et ça, ce n'est pas forcément des réflexions qui sont menées parce que les personnes ne se sentent pas ou n'ont pas forcément le temps de s'éloigner un peu de leur sujet de recherche principal sur la santé infantile, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte dès maintenant quand on mène des projets à long terme. Donc ça serait le 3e axe que je voulais vous présenter sur les enjeux scientifiques et comment on les aborde de plus en plus à l'INSERM. Merci Mayana. Après Claire Rogel-Gaillard, qui est directrice de recherche à l'INRAE. Et Claire, je te donne la parole. Bon, bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir d'être ici. Donc, comme vous voyez, moi, je viens... Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez ? Donc, moi, je viens plutôt du domaine de l'agriculture, de l'environnement. Je suis directrice scientifique adjointe agriculture à INRAE et en même temps directrice... Ah oui, là, ça a l'air d'être un peu plus fort. Et donc je disais juste que je viens plutôt du côté agriculture-environnement. Et donc je suis directrice scientifique adjointe agriculture à INRAE. Et en même temps, je suis directrice adjointe pour la recherche de la Graduate School Biosphère 1. Et je tiens à souligner qu'au fond, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est cette structuration de l'Université Paris-Saclay, c'est un peu grâce à ça que je suis ici, parce qu'on a pu faire connaissance avec Caroline, et au fond interfacer ce qui se passe en santé publique et puis sur les programmes agriculture, adaptation, changement climatique. C'est vraiment des sujets majeurs dont on a la possibilité de s'emparer. Et donc en fait, sur les enjeux scientifiques pour les organismes de recherche, mais au fond et les universités également, j'ai 3 points également. Donc le premier, c'est au fond, je pense qu'on a une véritable responsabilité à renouveler nos approches scientifiques et nos partenariats.
Parce que parfois, en fait, on a des questions de recherche que l'on traite historiquement. Hein. C'est pas complètement nouveau de savoir qu'il y a une baisse des rendements de blé, de savoir qu'il y a des polluants dans l'atmosphère, de savoir qu'il y a un réchauffement climatique. Mais en fait, c'est sur des questions qu'on a vues venir depuis longtemps. C'est comment on pose des nouvelles questions et avec au fond parfois des sujets qui sont un petit peu anciens. Donc là, nous, on est vraiment à cette interface à la fois de l'adaptation et de la réduction de l'impact environnemental avec tout ce qui est changements globaux, changement climatique. On est sur des énormes enjeux de décarbonation de l'agriculture et également de décarbonation au fond des pratiques aussi pour produire des médicaments. Donc ça, on se rejoint beaucoup sur les aspects santé humaine. Et au fond, un thème qui au fond est un peu victime de son succès, c'est le thème de la santé globale, qui a plein de définitions, avec des définitions un petit peu emboîtées les unes dans les autres. Et au fond, nous, notre responsabilité, c'est de fournir des connaissances scientifiques qui sont un peu manquantes et qui vont aussi pouvoir alimenter des solutions sur le terrain et alimenter aussi les politiques publiques. Donc je trouve ça vraiment important qu'on réfléchisse à nos enjeux scientifiques sur des sujets qui sont des sujets de gouvernance mondiale, en essayant de poser les nouvelles questions et les nouveaux partenariats, et identifier au fond les connaissances qui sont actuellement manquantes. Et par exemple, je pense que ce qui nous manque, c'est l'étude fine des mécanismes biologiques des interactions, pour les comprendre et puis ensuite aussi pouvoir les piloter. Et être en capacité d'avoir des solutions autour de tout ce qui est prévention et puis anticipation. Ensuite, il y a des liens qui sont vraiment très forts entre tout ce qui va être durabilité, soutenabilité et puis aussi santé globale. Je mets l'adaptation au changement climatique un petit peu sous le chapeau de la santé globale. Et il faut ramener les socio-écosystèmes dans les limites planétaires en considérant l'agriculture, l'alimentation, les industries, les pratiques et également tout ce qui est santé publique. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'avoir des questions de recherche qui nous permettent, au fond, de proposer des solutions qui sont scientifiquement fondées, qui vont pouvoir alimenter aussi des gouvernances dont on a besoin, et des politiques publiques dont on a aussi besoin, et des innovations sociétales dont on a besoin. Ensuite, alors très rapidement, il y a un sujet en fait qui est vraiment qui doit nous révolutionner aussi la manière de travailler. Alors là, vous allez peut-être me dire que c'est une évidence, c'est l'intelligence artificielle générative. Je coordonne le programme d'équipement prioritaire de recherche agroécologie numérique. Quand on a fait la feuille de route, l'IA générative n'existait pas, on n'en parlait pas. C'était il y a plus de 2 ans et demi. Et en fait, maintenant, ça fait complètement partie de notre environnement de travail. Donc, je pense qu'on a vraiment à concevoir nos enjeux scientifiques en tenant compte de ces capacités. Et puis après, alors juste pour finir, parce qu'on ne peut pas parler trop longtemps, il y a aussi des nouvelles alliances, une sorte de nouvelle diplomatie scientifique, je trouve, à réfléchir sur les questions scientifiques, parce qu'il y a toute la problématique de l'Afrique, il y a toute la problématique de la Chine, qui devient une très très grande puissance scientifique. Il y a des collaborations historiques avec les partenariats à l'Europe et puis également les partenariats avec les États-Unis. Toi, tu travailles UC Davis, enfin pas UC Davis, mais Californie. C'est des partenaires complètement historiques. Et en fait, à l'international, je pense que nos alliances, il faut qu'on les voit un petit peu différemment, parce qu'au fond, les questions sur lesquelles on doit poser des questions, pour lesquelles on doit au fond renouveler la manière de travailler, ça va aussi nous renouveler nos partenariats. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que ces 3 points-là, poser des questions scientifiques nouvelles sur parfois des sujets anciens, l'intelligence artificielle générative et puis ensuite les nouveaux partenariats, les alliances à l'international, ça va être, je pense, dans nos enjeux majeurs. Merci beaucoup Claire. Oui, c'est des enjeux majeurs, merci. Et justement, renouveler les partenariats, je passe la parole à Tariq Benmaria, qui lui en est l'exemple type, qui va nous en dire plus. Okay. Merci beaucoup. Pardon. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien dans la salle? Ok. Donc du coup, je vais me présenter d'abord. Donc du coup, j'ai un statut un peu particulier. Je suis du coup professeur à l'Université de Californie à San Diego, pour le coup, mais aussi, j'en parle un petit peu plus tard, au sein du UC, qui chapeaute un petit peu tous les campus du UC, mais je suis aussi depuis quelques mois en France, basé à Rennes, à l'EHESP, l'école de haute en santé publique, à l'IRSET, l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, où justement l'idée c'est de développer une nouvelle équipe de recherche autour de ces thématiques entre changement climatique, santé, et avec une perspective un petit peu plus large et globale. Donc,
Moi, du coup, par thématique, par tradition, je suis épidémiologiste. Et du coup, je travaille beaucoup sur la compréhension des liens entre variables sensibles au climat, et dont il y aura plusieurs exemples cet après-midi dans la présentation, et différents mécanismes par lesquels la santé des populations va être impactée. Et ensuite aussi sur les politiques publiques et comment on peut avoir des politiques d'adaptation efficaces et comment on peut aussi structurer des co-bénéfices dans les mesures de mitigation, d'atténuation, de réduction des émissions, concentration de gaz à effet de serre. Donc c'est plus là pour la partie recherche, mais je pense qu'on aura plus l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais du coup, quelque chose pour ce premier enjeu sur les enjeux scientifiques vis-à-vis des organismes de recherche. L'exemple que je voulais prendre, c'est par rapport à mon rôle dans le système de l'University of California, où on a un centre qui a ouvert il y a 3 ans, je dirais, qui a un centre au travers de tous les campus. On a il y a 10 campus à peu près. Le plus grand étant à Berkeley. Ensuite, il y a UC Los Angeles, UC San Diego, UC Davis, qui sont les plus gros. Mais du coup, on a créé un centre qui est justement sur la thématique changement climatique, santé et équité, où il y a plusieurs dimensions. Et moi, je dirige la partie recherche, et je vais présenter quelques exemples d'initiatives qu'on a mis en place pour justement qui peuvent être éventuellement intéressantes à répliquer ou à adapter dans le contexte français, avec les avantages et les inconvénients qui existent dans le contexte français. En dehors de la partie recherche, que du coup je coordonne, il y a aussi des thématiques autour de comment justement les systèmes de santé peuvent être de plus en plus résilients et contribuer justement à des mesures de mitigation, d'atténuation des émissions en termes de gaz à effet de serre. Il y a aussi une partie sur la formation, sur l'éducation qui est importante, peut-être on y reviendra plus tard. Et il y a aussi une dimension plus advocacy, je ne sais pas comment on dirait, plaidoyer. Et donc voilà, donc sur la partie recherche, vraiment l'idée c'était de faciliter les coopérations, les relations, que ce soit au niveau californien, local, donc je vais surtout parler de ça, mais aussi au niveau global, en capitalisant sur toutes les collaborations internationales qui existent. Mais là, sur le niveau local, il y a plusieurs initiatives. La première, c'est vraiment autour des données. Donc il y a énormément de données qui sont modélisées, qui sont disponibles en lien avec des problématiques, changement climatique et santé. Donc on a créé ce qu'on appelle un data dashboard, où on a modélisé, interpolé et harmonisé toutes 750 données à peu près dans une première version, autour de plein de choses, par exemple des fumées des feux de forêt avec plusieurs types de modélisation, autour des types de vagues de chaleur, autour des types de polluants, etc. Du coup, on a ouvert un marché, et là on va ouvrir une plateforme dans laquelle tout le monde aura accès, pourra télécharger, visualiser et avoir accès à ces données-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a été un effort conséquent et qui ressemble aussi à des initiatives, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, avec des choses qui sont en France comme le Green Data for Health, qui a un petit peu cette initiative et cette volonté-là, donc il y a des parallèles à faire. En dehors de ce côté données et accès aux données et faciliter l'accès aux données aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler des données satellitaires ou des données issues de modélisation de transport chimique, etc. On a aussi fait beaucoup d'efforts en termes de formation, mais formation non pas au sein de formation entre guillemets initiale, chez les étudiants, etc., j'en parlerai un petit peu plus tard, mais aussi sur la transition, parce qu'il y a énormément de chercheurs, comme c'était dit précédemment, qui ont énormément d'intérêt, et en fait c'est difficile de trouver des thématiques pour lesquelles les liens avec les changements climatiques n'existent pas. Donc il y a énormément de chercheurs qui sont oncologues, qui vont être spécialistes de certaines maladies respiratoires, qui vont être spécialistes de certaines maladies cardiométaboliques, etc., qui s'intéressent, qui aimeraient comprendre le lien, par exemple, avec l'augmentation des fumées des feux de forêt ou l'augmentation des vagues de chaleur, et qui aimeraient vraiment comprendre l'impact sur la patientèle, par exemple, sur une population donnée. Donc ce qu'on a mis en place, c'est on pourrait traduire ça comme une plateforme de facilitation de la transition vers les thématiques autour des changements climatiques et santé. Et ça inclut plusieurs mécanismes, notamment des workshops et des formations, mais plutôt que des formations techniques, c'est vraiment des formations vers comment harmoniser, comment manipuler, comment interpoler des données, par exemple, qui fluctuent beaucoup au jour le jour avec des données de cohortes existantes, comment modéliser ça et lier ça avec, par exemple, des données administratives. Et aussi, on a mis en place des mécanismes de financement, où en fait, on offre des bourses pour inciter les gens à participer. Ils viennent avec un sujet
Et ensuite, ils sont matchés avec une équipe spécialisée qui les aide à mettre en place le projet et qui les forme à cette transition pour inclure des thématiques vis-à-vis de variables sensibles au climat, pour mener un projet de recherche. Et ensuite, on utilise ça comme projet exemplaire pour un petit peu faciliter ça. Donc là, on est en train de mettre en place un programme autour des fumées des feux de forêt pour justement encourager des chercheurs en cancérologie, en endocrinologie, pour essayer justement d'inclure ces thématiques-là avec des financements, avec des formations et une espèce de network, de groupe, un petit peu comme elle a présenté sur ce qui est fait autour de l'INSERM, le programme d'impulsion. Il y a vraiment aussi cette volonté d'essayer de faire travailler les gens ensemble et d'essayer de networker. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'était juste pour vous donner un exemple de ce qu'on fait en Californie, où ces thématiques sont quand même adressées de manière depuis un peu plus longtemps, mais qui peuvent être utiles pour réfléchir à où on pourrait commencer en France. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Qui finance, tu dis on donne de l'argent pour initier ces recherches dans une nouvelle orientation sur la transition écologique, et qui finance, c'est des donateurs extérieurs, des mécènes ou l'université elle-même? Je prends oui. Et ça fait la transition avec la deuxième question qui est le levier, parce que l'argent dans la recherche, c'est un levier important. Ah oui, c'est le nerf de la guerre. Mais en fait, c'est mélangé. On a des financements pour ces initiatives-là qui viennent de l'université, donc des donations du président de l'université. Il y a des chanceliers des différents campus, ou sinon c'est des financements qu'on va chercher nous-mêmes. Donc par exemple, moi pour ça va être un mélange de financement via des organismes étatiques comme l'équivalent du ministère de l'Environnement californien, qui va nous donner des financements pour justement accélérer ou faciliter la transition pour comprendre les impacts sur les indicateurs de survie chez les personnes vivant des cancers, par exemple, des choses comme ça, parce qu'ils ont cet intérêt. Donc ils vont nous donner, nous on va transvaser ça vers l'opérationnalité. Merci beaucoup. Donc ça fait le lien avec les leviers. Donc on est tous convaincus de l'importance de mener ces recherches, je pense. Donc les institutions ont un rôle pour promouvoir ces recherches et les faciliter, comme on vient de le voir. Donc Raphaël, si vous voulez rajouter... Oui, c'est ça, il ne faut pas mettre la main en bas parce qu'il y a les ondes qui sont transmises par le bas du micro. Du coup, oui, pour faire le lien avec les leviers institutionnels, alors comme vous le disiez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et pour faire le pont avec les enjeux scientifiques, je dirais qu'il y a à la fois les enjeux internes à la science et il y a l'enjeu de l'interface avec la société. Et qui sont deux choses qui sont reliées, mais qu'on a encore du mal en tant que scientifique à relier. C'est-à-dire que comment on fait le pont avec les décideurs, mais aussi avec la société, et on pourrait émettre l'hypothèse qu'un sujet de recherche, un sujet de science qui passe dans la société, et donc qui devient un sujet sociétal, tout comme le changement climatique est sans doute maintenant devenir un sujet sociétal, va potentiellement plus facilement trouver des financements pour pousser ces recherches plus loin. Après, au niveau des leviers, alors comme on l'a vu, le changement climatique, c'est transverse à beaucoup de disciplines. Un des leviers qui ressort souvent et qui est beaucoup plus difficile à mettre en place, c'est la formation, la transversalité, la transdisciplinarité et l'interdisciplinarité. Alors ça peut se faire dès les formations initiales ou ça peut se faire après. À l'EHESP, par exemple, on a une petite formation naissante qui s'appelle la formation Chance, où on commence à former par petites vagues des agents de la fonction publique territoriale, des gens des agences régionales de santé, aux enjeux santé-climat, mais surtout à comment ils vont se saisir de ces connaissances qu'ils vont acquérir pour monter et proposer ce qu'on appelle un plaidoyer, c'est-à-dire revenir dans leur organisation avec un projet concret, c'est-à-dire en termes de temporalité, de financement, d'acteurs à mobiliser dans leur organisation, pour pouvoir mener à bien une action qui va être bénéfique à la fois pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi souvent avec des co-bénéfices sur la réduction des déchets dans l'organisation, par exemple. Donc
Il y a dans cette formation-là les deux enjeux, donc vraiment scientifique et la traduction dans les organisations. Et ça, c'est assez intéressant. Là, on commence, je fais aussi partie du comité scientifique dans le cadre de la feuille de route de la transition écologique du système de santé. Donc il y a un affichage d'objectifs très pragmatiques sur des objectifs de décarbonation à 2030-2050. Qui viennent en fait des pactes qu'on a fait au niveau de l'Europe, et les applications concrètes de cette feuille de route, des objectifs de cette feuille de route, c'est qu'on va commencer à former, alors au début ils avaient dit 5000 agents de la fonction publique hospitalière, c'était un petit peu ambitieux, on va commencer par 500, et donc on commence à faire une maquette avec la NAP d'une formation qui va durer une journée, alors on a testé plusieurs formats, une journée changement climatique, santé, mais aussi justement atténuation et adaptation. Donc voilà, les leviers, ils seront à plusieurs niveaux, à la fois institutionnels, réglementaires, par la formation, il faut que ça vienne du haut et du bas, comme on pourrait dire, et puis au fur et à mesure que ça diffuse de plus en plus. Merci beaucoup. Mariana ? Donc moi, concernant les leviers que j'ai pu identifier au niveau de l'INSERM, donc vous évoquiez le levier financier, donc c'est vrai que c'est, je pense, le premier que je voulais évoquer avec vous cet après-midi. Donc le premier point pour nous au niveau de l'INSERM, ça a été mettre en place, comme je vous disais, un programme d'impulsion qui est juste un programme d'1,5 million, mais qui permet d'impulser les premières recherches. Et derrière, l'objectif, c'est quand même de pouvoir mettre en place des programmes plus ambitieux et d'obtenir des financements plus importants par la suite. Donc voilà, le levier financier. Après, il y en avait un autre que j'ai identifié aussi, un levier, je dirais, concernant l'évaluation des chercheurs, mais aussi des structures ou des projets qui sont soumis. Donc, chercher vraiment à prendre en compte dans l'évaluation des chercheurs et des structures, est-ce que les personnes s'investissent sur la question de transition écologique, comment, et que ça soit quelque chose de positif dans leur évaluation. Donc ça, c'est pas encore mis en place, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de vraiment très central pour pouvoir mobiliser, je pense, les gens au sein des instituts de recherche. Un troisième levier, ça serait plutôt au niveau des retours d'expérience, donc vraiment mener des groupes de travail à la fois sur les questions d'exemplarité. Donc on met ça au niveau de la cellule transition écologique où on fait des groupes de travail sur le bilan carbone où les laboratoires peuvent échanger entre eux pour s'échanger des retours d'expérience et s'encourager mutuellement. Mais aussi sur les aspects plus de cœur de métier, comme disait Tariq tout à l'heure, le fait de vraiment, sur des sujets très techniques, avec le programme d'impulsion, on va mettre en place des demi-journées dédiées à certaines thématiques de recherche précises, comme par exemple l'utilisation de données de santé, du SNDS, pour des projets d'épidémiologie. Donc voilà, et comment on peut s'approprier ces données pour faire des études sur le climat et santé. Donc sur des questions pointues, essayer de faire l'animation et de regrouper les chercheurs pour faire des retours d'expérience. Donc ensuite, il y avait la question aussi de la formation. Je pense que c'est un levier très important, la formation et la sensibilisation des personnes à ces enjeux. Parce qu'une fois que les personnes sont mobilisées, conscientes du problème, c'est plus facile de les faire bouger ou de les mobiliser après à différentes échelles des institutions. Donc ça, c'est vrai pour les recherches, mais c'est vrai, je pense, pour vous dans tout votre parcours. Quel que soit votre sujet ou votre travail, je pense que si les personnes sont mobilisées, intéressées, ça permet de faire bouger les lignes, quel que soit votre domaine. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment ciblé sur cette thématique-là. Et le dernier point, c'était plus peut-être des aspects de communication, comme vous organisez aujourd'hui, vraiment promouvoir cette thématique comme étant prioritaire, importante, qu'on ait des espaces de discussion et d'échange. Et je pense que c'est aussi un levier vraiment central. Merci beaucoup, Mariana. Claire ? Oui, alors merci. Alors je pense que là c'est mieux. Là c'est peut-être mieux. Voilà. Donc merci bien. Alors vous avez tous évoqué l'argent, nerf de la guerre. Pas seulement en fait. Je pense qu'on a aussi besoin de temps et on a aussi besoin un peu d'hybridation d'idées. Voilà. Et ce qui me semble, c'est que en tout cas la structuration, alors je vais faire un petit peu de publicité pour Paris-Saclay, moi il me semble que la structuration de l'université avec ses graduate schools qui associent à la fois des équipes de recherche, des masters, donc avec le souhait de rapprocher recherche et formation, et en plus la possibilité de dialoguer entre les graduate schools qui ont chacune un périmètre soit disciplinaire, soit thématique, ça nous conduit à des journées comme aujourd'hui.
puisque je vois organisé par Santé publique, je vois Sophie Zopa, Géosciences, nous, Graduate School Biosphera. Et en fait, je trouve que c'est un état d'esprit qui va nous donner du temps et qui va nous donner des leviers avec des opportunités qui vont être d'une grande richesse. Quand on parle de transition écologique, d'adaptation, on parle beaucoup de résilience, on a besoin de diversité. Et au fond, on nous offre en fait ce levier de la diversité pour pouvoir embarquer les enjeux d'aujourd'hui. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc pour vous donner une illustration de... Alors chaque Graduate School travaille à son échelle. Et par exemple, il y a eu quand même un groupe de travail sur la santé globale qui avait travaillé depuis plus de 2 ans. L'année dernière, on avait eu un colloque qui a été quand même assez réussi avec beaucoup de monde. Et à l'issue de ce colloque, et là c'est la liberté d'action qu'on a, en fait on a des marges de manœuvre et on est chacun en capacité de les utiliser. Et donc il a été proposé de faire un livre blanc sur le thème de la santé globale qui bien évidemment embarque l'impact du changement climatique. Et en fait, on se met en route pour pouvoir le faire. Donc, on a sollicité toutes les Graduate Schools. Il y en a plus d'une dizaine qui sont mobilisées. Dans la salle, il y a quelques personnes qui ont participé déjà au début de la genèse de cette réflexion. On a identifié, donc là, au total, il y a vraiment plusieurs dizaines de personnes sur plus d'une dizaine de Graduate Schools. Donc, on a identifié 3 grands thèmes sur lesquels on souhaite travailler. Il y a tout ce qui est autour des ressources et des limites planétaires. Un autre grand thème sur tout ce qui est vulnérabilité et principe de justice. Et un 3e qui est sur les recommandations et plaidoyers. Et l'objectif, c'est vraiment, sur la base de l'existant, d'identifier voilà, les forces, les originalités et au fond, les grandes actions qui pourraient être conduites sur la formation, sur la recherche et aussi sur l'innovation. Tout n'a pas besoin de très gros financements. Dans certains cas, on souhaite avoir des programmes structurants et ambitieux. Et au fond, on a cette capacité de réfléchir et ça rejoint ce que j'avais dit tout au début, c'est-à-dire que au fond, on sait travailler chacun, on fait des bonnes recherches. Tout seul dans son labo, on fait des choses super bien. Mais au fond, c'est comment on fait mieux ensemble, en renouvelant la manière de poser les questions, voilà, pour alimenter en fait la science dont on a besoin pour les décisions de demain et les innovations de demain. Alors voilà, donc ça c'est ce qui est en route. Donc peut-être que vous serez sollicités. En tout cas, on souhaite aussi mobiliser des étudiants pour cette réflexion. Ensuite, un point important dans les leviers, ça a été un peu évoqué sur les aspects interopérabilité des données, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures. L'important, c'est aussi de pouvoir s'appuyer dessus, de pouvoir les partager. Et j'en viens ici à un peu une donnée, si on veut partager, il faut aussi considérer qu'il y a un certain nombre de résultats de recherche qui sont des biens communs. Donc la science ouverte devient au fond une manière de travailler qu'il faut privilégier. Et il ne faut pas l'oublier quand on va parler des données, parce que sinon les données, on va pas pouvoir les agréger. Et au fond, de domaines différents et de disciplines différents, agréger ces données, les rendre interopérables et au fond les modéliser différemment pour voilà, de la prédiction à plus grande échelle. Il y a des données d'environnement, il y a des données de sol, il y a des données d'épidémiologie humaine, des données d'épidémiologie animale. Vous voyez, il y a un contrôle laitier qui existe depuis plus de 50 ans sur tout le territoire français. On peut l'interfacer avec des données d'épidémiologie humaine, des données d'épidémiologie animale et puis également des données d'environnement. C'est des choses, on a les moyens d'y réfléchir et en fait on a les données qui existent pour pouvoir y travailler. Et puis ensuite il y a des choses, je parlais de l'international, je crois que c'est vraiment aussi important d'accompagner en fait tous les scientifiques, qui soient jeunes et moins jeunes, dans des projets européens et puis dans ce qu'on appelle un peu du lobbying. C'est un terme pas forcément très agréable à entendre, mais au fond, comment on peut influencer aussi sur les programmations à l'échelle européenne et même à l'échelle internationale pour faire avancer nos grandes idées. Il y a des réunions bilatérales et récemment, il y a un comics par exemple qui est en train de se construire sur la santé en lien aussi avec les changements globaux entre la France et le Canada. Bon, ben voilà, comment faire avancer nos idées, comment échanger tous ensemble. Et là, il y a plusieurs ONR et toutes les universités, il y a UDIS qui est représenté. Donc il y a vraiment des instances sur lesquelles, au fond, on peut peser sur des propositions de programmation. Et puis il va y avoir les agences de programme. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on voit venir des agences de programme qui, au fond, vont être ciblées sur des priorités et des projets à risque, où là, on va nous dire, faites aussi des recherches, on n'a aucun point de départ, vous avez des idées, allez-y, et vous avez droit à l'erreur, et si ça ne marche pas, ben, au moins, c'est déjà un résultat. Donc on est sur 2 grandes tendances, les grands projets à risque, et puis des programmations très ciblées, avec France 2030, et puis les agences de programme. Donc on a en fait des moyens d'action, et il y a quand même des financements vraiment très importants dont on va pouvoir bénéficier. Voilà, je vous remercie.
Tariq, Oui, si sur les, tu peux aussi, sur les, prendre plus la sur les parole. leviers. Bah, du coup, juste pour aussi rebondir sur ce que Claire venait de dire aussi, sur aussi des opportunités qui sont spécifiques au paysage de recherche français, que je trouve qui sont en fait un levier intéressant, parce que on parlait des financements, mais c'est vrai que quelque chose pour contextualiser, c'est que notamment aux États-Unis, surtout aux États-Unis, c'est pour ça que l'argent est particulièrement important, les financements sont importants, c'est qu'on est en soft money, c'est-à-dire que tout le salaire doit être financé, c'est-à-dire que en fait, quand on demande à quelqu'un de faire ce genre de transition, arriver avec un argument pour dire on va vous couvrir 10% de votre salaire, etc., c'est extrêmement important parce que c'est. Mais en fait, en France, c'est un levier assez intéressant dans la mesure où la plupart des chercheurs, je dis la plupart, des chercheurs qui sont titulaires en tout cas, ont une sécurité financière qui permet justement d'explorer ces nouvelles thématiques et qui permet cette flexibilité. Et je pense que juste par structure, le paysage de recherche français, en tout cas tel qu'il est structuré, et un levier en tant que tel, pour cette flexibilité, pour explorer ces nouvelles thématiques ou prendre des risques, justement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, notamment pour aller vers des choses un petit peu plus expérimentales, avec travailler ou échanger avec des disciplines ou même des communautés avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude, que ce soit des parties prenantes, que ce soit politiques ou que ce soit des industriels ou que ce soit autre. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est peut-être plus permissible ou facile ou faisable, disons, dans le contexte français où en tout cas la stabilité financière est au moins garantie. Je ne parle pas du reste de la recherche, mais c'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'était le premier point que je voulais juste pour revenir sur ce que Claire venait de dire. Et ensuite, je voulais, juste pour compléter un peu ce qui a été dit, un petit peu parler de la formation, et la formation initiale en particulier. Je pense qu'il est surtout, que ce soit dans des écoles doctorales ou que ce soit dans des formations initiales en master, etc., je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait des développements de formation dédiés en épidémiologie. Il y a besoin, je parle d'épidémiologie en faisant l'hypothèse qu'il y a beaucoup d'épidémiologie dans la salle, mais il y a vraiment besoin de former des épidémiologistes justement à ces thématiques, aux particularités méthodologiques en termes de design, en termes de préoccupation par rapport à ces nouveaux enjeux. Et il y a la plupart des formations qui entre guillemets, permettent à des épidémiologistes sur le marché, que ce soit sur le marché de la recherche ou autre, la plupart du temps n'inclut pas ce genre de thématique, et c'est quelque chose qui serait important. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en place, ne serait-ce que, on en parlait tout à l'heure, Maëna, dans le cadre au moins d'un master qui est à Paris, entre Pasteur et CNAM, dans lequel on va spécifiquement avoir un module dédié à changement climatique et santé, où on va exposer les étudiants spécifiquement à ces enjeux-là, mais c'est absolument un tout début, mais c'est un commencement. Donc en termes de formation initiale, que ce soit un niveau master ou un niveau plutôt école doctorale, je pense qu'il y a un besoin extrêmement important justement pour équiper la future génération d'épidémiologistes qui va devoir travailler sur cette thématique, parce que qu'on le veuille ou pas, ça... Merci. Une question supplémentaire sur YouGlo, Claire. YouGlo, c'est une opportunité aussi de travailler au réseau au niveau européen. Alors oui, YouGlo, c'est une alliance d'universités européennes qui est portée par l'Université Paris-Saclay. Donc c'est porté par Sandrine Lacombe, qui est vice-présidente internationale. Et en fait, ça offre la possibilité de faire des échanges, d'avoir une offre de formation qui est... donc maintenant, il y a 8, si je me souviens bien, il y a 8 universités, 7 ou 8 universités partenaires européennes. Et au fond, il y a des possibilités de construction de master en commun, des possibilités de modules partagés, et c'est un projet qui existe. Alors, ce n'est pas la seule université européenne qui est portée par... il y en a aussi une sur la bioéconomie à laquelle participe Saclay, il y en a peut-être encore d'autres. Donc voilà, ce sont des instruments, au fond, qui sont très favorables à développer la formation dont tu viens juste de parler, mais également de développer aussi des axes de recherche qui sont partagés, avec le partage aussi d'infrastructures entre universités partenaires. Et voilà, et en tout cas, dans le cadre de ce qu'on réfléchit sur le livre blanc Santé globale, il est clair que UGLO, qui veut dire, comment ça veut dire, European University for Global Health, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est important, c'est que ça fait partie de l'existant et typiquement d'un outil très structurant sur lequel on doit pouvoir s'appuyer en complément d'outils structurants qui existent par ailleurs et d'autres qu'il faudrait aussi élaborer. Merci.
Alors, avant de vous donner à tous la parole, je voulais rajouter un mot sur le CESP, le Centre d'épidémie de santé publique, dont beaucoup d'entre nous faisons partie. Donc, au niveau du centre, on porte un axe transversal avec Emeline, changement climatique et santé, et on souhaite le pousser plus fortement à partir de l'automne à venir, avec des propositions de séminaires. Et donc c'est ouvert à toutes et tous si vous souhaitez nous y rejoindre. Et aussi au niveau du CESP, on a un groupe éco-CESP. Alors au début, on voulait tout faire dans la même démarche, réflexion en recherche sur le changement climatique et comment évaluer et diminuer l'empreinte carbone de nos recherches. Et puis finalement, ces deux questions se séparent plus ou moins, tout en restant liées bien sûr. Et donc Mélodie Henrix, qui est là aujourd'hui, peut bien nous en dire un petit mot. Alors je te passe un micro. Je peux ? Ah bon. C'est Mélodie. Donc là aussi, toute bonne volonté, la bienvenue pour nous rejoindre sur ce volet-là. Merci Mélodie. Rapidement, parce que du coup, c'est pas le cœur de la thématique, on est plus sur le volet exemplarité dont parlait Mariana, donc l'empreinte environnementale de nos recherches. Et on a travaillé comme ça, alors ça se fait très progressivement, mais d'abord un peu à des actions quand même de sensibilisation, puis il y a eu quelques séminaires, on a fait des fresques aussi. Et puis en parallèle de ça, on a commencé à travailler sur le bilan carbone. Non, sur le bilan carbone du CESP. Ce qui est un travail quand même d'assez longue haleine, en s'appuyant quand même toutefois sur les outils de Labo 1.5 qui sont heureusement assez aidants, même si même avec ça c'est assez compliqué. Et puis l'objectif, comme tu disais, c'est de travailler derrière une réduction de l'empreinte, d'abord carbone, mais aussi peut-être de travailler sur des enjeux plus déchets. Et ça, ce sera l'objet de groupes de travail. Et pour bâtir un peu ça, on a notamment fait passer une enquête, là aussi de la Labo 1.5, qui permet un peu d'explorer les perceptions des agents du centre et les pistes sur lesquelles ils sont plus ou moins ouverts. Et puis le bilan carbone doit aussi nous aider un peu à aiguiller notre travail, mais l'essentiel est presque à venir, si j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça se fait en partie en relation avec la cellule transition de l'INSERM, parce que si on parle de levier, les enjeux c'est effectivement d'avoir des gens motivés avec un temps un peu dédié, donc de préserver un peu de temps aussi pour penser à ces questions-là, et aussi d'avoir du soutien un peu en pratique, parce que sur certaines questions, c'est un peu dommage de réinventer la poudre à chaque fois. Les outils de Labo 1.5 sont pour ça vraiment précieux, c'est un travail qui est bien fait par Labo 1.5. Et puis, sur des enjeux un peu plus gros comme les achats, effectivement, je pense que l'INSERM national a vraiment tout à fait vocation à nous appuyer, soit en partageant son expertise, comme ça on fait, et puis globalement, certains achats passent quand même par les tutelles, donc c'est vrai que c'est précieux d'être aidé sur ces sujets-là. Merci beaucoup Mélodie. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces démarches. Il nous reste quelques minutes sur cette table ronde si vous avez des questions, des remarques. Elisabeth. Bonjour, merci pour cette interview sur les questions qui se posent et la manière dont on peut éventuellement y répondre en termes de recherche et de formation. Alors, on était particulièrement intéressé par la question de la formation des entre guillemets agents territoriaux et autres personnels. Je ne connais pas bien la formation chance qui est proposée. Et je vois qu'elle est déjà construite pour sensibiliser les agents à la question du changement climatique. Et je voudrais savoir si l'idée derrière ça, ça ne serait pas aussi
de les préparer à la réponse. Autrement dit, à la mitigation quand il y a un événement majeur, par exemple, qui surviendra sur un territoire dont ils sont en responsabilité. Et du coup, ça me fait faire le lien avec le fait qu'en matière de recherche, les questions aussi qui se posent, outre toute la partie explicative, compréhension, etc., c'est aussi la manière dont on pourrait anticiper et répondre. Et pour ça, la nécessité d'avoir des données ou de la granularité, à chaque fois je me plante la granulosité, la granularité des données en fait, parce que tous nos territoires ne sont pas équivalents, alors je ne parle pas des vulnérabilités individuelles, mais là je parle plutôt territoire, tous nos territoires ne sont pas équivalents, et il semble que ce vers quoi on devrait aussi potentiellement se préparer, c'est pouvoir répondre, entre guillemets, alors comment on définit le local, localement à ce qui peut se passer, et pour ça il faut anticiper. Donc c'est toute la question de comment on peut modéliser tout ça et essayer de préparer des réponses. Donc je voulais savoir si là il y avait déjà des choses qui étaient faites sur ces thèmes-là, et ça me fait revenir à la question du fameux dashboard que vous évoquiez, qui est en train de se constituer sous votre initiative donc en Californie. Donc ça c'est la première chose, ça fait un peu mélanger, mais c'est un peu la même chose. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la résilience des systèmes de santé. Parce qu'effectivement, il y a cette histoire de décarbonation, donc il y a beaucoup d'hôpitaux et de groupements hospitaliers, dans le premier titre duquel, je ne devrais pas dire premier, mais la PHP s'est quand même vraiment lancée à fond là-dedans, donc le bilan carbone il est là. Ils sont même en train d'essayer d'évaluer des parcours de soins moins générateurs de carbone, donc ils sont en train de faire ça avec toutes les équipes et tout. Mais derrière la résilience, moi ce qui me pose beaucoup de questions, et c'est ce que vous avez effleuré, c'est la question de, à partir du moment où on va avoir des événements et des conséquences finalement sur la santé, que ce soit au moment d'événements extrêmes ou de manière plus continue, on va avoir une tension sur le système de soins qui va être majeure. Et je voulais savoir si vous étiez au courant en fait, de travaux qui permettent de réfléchir à cette question pour que le système de santé dont on sait qu'il a été très impacté sur, par exemple, lors de la pandémie de Covid, et donc qui sert un peu d'exemple, je dirais, pour réfléchir à ces questions-là. Je voulais savoir s'il y avait des travaux, parce que là je pense qu'il faut aussi un peu des travaux de recherche, étaient initiés dans ce sens. Ah, j'ai mes 2 ordres de questions. Désolée parce que c'est un peu beaucoup. Donc c'est des questions plutôt pour Raphaël, pour commencer, et puis Tariq. Merci pour ces questions. Je passerai la main à Tariq pour les donner. Pour revenir sur la formation Chance, alors c'est pas moi qui l'ai montée, c'était mon directeur de thèse et une de ses collègues. Alors on a un master qui vient de se construire très spécifique sur la gestion de crises et des crises environnementales et sanitaires, mais qui n'est pas à proprement parler la vocation de la formation Chance. En tout cas, du moins pas encore, sauf à volonté des stagiaires, parce qu'au final, le propos de cette formation, c'est que les stagiaires arrivent déjà en amont et construisent un projet qui sera potentiellement intégré dans leur institution. Ils commencent à réfléchir à la façon dont ils vont l'articuler, et la formation Chance va venir à la fois leur apporter des éléments théorique et aussi un appui au plaidoyer. Donc de fait, si la personne arrive avec, le stagiaire arrive avec en l'idée de pouvoir gérer une gestion de crise de type multi-exposition, canicule, pollen, pollution de l'extérieur par exemple, et ben, ce sera de fait ce projet-là qui montera, mais ce n'est pas forcément d'emblée le cœur de la formation Chance. Mais on a un master à l'EHESP qui est tout naissant, qui vient où il y a une dizaine d'étudiants là, je crois, cette année sur vraiment la gestion de crise. Je finirai par les données parce que je passerai la main à Tariq sur ce qui est de la résilience du système de santé. On a alors à la fois au niveau international des organismes, des associations qui traitent comme Healthcare Without Harm, et puis après on a les antennes de l'OMS qui font ça bien. Au niveau français, on a The Shift Project et le groupe de travail santé qui était justement dirigé par Laurie Marot, qui a fait un gros travail de quantification de l'empreinte carbone. Et là, ils ont commencé, donc on a commencé un groupe de travail sur justement tout ce qui est prévention, promotion de la santé et juste soin, justement, toujours en entrée carbone, pour essayer de voir
globalement, combien coûterait ou combien on pourrait éviter d'émissions carbone par la prévention et promotion en santé. On sait que de simples actions sur les différents secteurs, que ce soit les achats, l'énergie, le bâtiment, ne suffiront pas, théoriquement du moins, de ce qu'a fait le PTEF pour atteindre les objectifs de Paris à 2050. Et du coup, on va avoir besoin de la prévention et de la promotion en santé. Après, le shift au niveau national n'a pas encore fait d'études, on va dire, stress test, on pourrait dire, sur des types chocs sanitaires, comment on encaisse le système de santé. Ça pourrait être un des objectifs du shift, mais sans doute plus tard. Là, ils sont vraiment en très carbone pour l'instant. Par contre, un domaine qui fait des stress tests très bien, c'est le domaine assurantiel. Et là, pour le coup, c'est des assurances, mais ils font des stress tests sanitaires et notamment et environnementaux plutôt, et dont on se nourrit aussi de leurs données. Et ça rejoint l'idée des données, c'est que on est obligé dans ces contextes-là, à la fois de croisement de données épidémiologiques, des fois purement économiques, assurantielles, et puis de coûts à la fois tangibles et intangibles, d'aller chercher partout. Et le problème, comme vous le soulevez, des disparités de données interrégions. Ça, en effet, il y a le GD4H, Green Data for Health, qui commence à être bien solide et bien nourri, mais qui va continuer. On a encore besoin de le solidifier et puis que ça soit interopérable. Et puis là-dessus, je peux passer la main. Merci. Est-ce que ça marche? Je vais commencer par répondre sur la question de la recherche sur la résilience des systèmes de santé. Et parce que j'ai oublié exactement quelle était votre question sur les données, comme ça j'aurai le temps de revenir petit à petit. Mais en fait, c'est un champ de recherche sur justement sur essayer de comprendre comment, d'une part, les systèmes de santé de manière générale sont impactés. J'ai quelques exemples que je peux lister juste pour vous donner un ordre juste des idées de recherche qui est en cours. Et en fait, il y a aussi de la recherche sur comment justement management des systèmes de santé pour essayer de redimensionner, notamment sur des questions de systèmes électriques, de systèmes aussi de moyens mis en place. Et l'exemple que vous donnez sur le Covid était assez justement inspirant pour la recherche qui est en cours là-dessus. Mais là-dessus, par exemple, je peux vous donner juste trois exemples. Un premier, par exemple, en Californie, où il y a en ce moment il y a deux projets de recherche qui sont menés sur les hôpitaux et le système de santé de UC, où il y a 5 gros campus, dont le campus de UCSF qui est gigantesquissime. Et en fait, là, il y a beaucoup de recherches justement sur l'optimisation des salles à climatiser. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hétérogénéité climatique en Californie, mais sur la côte, notamment à San Francisco, il fait pas forcément traditionnellement chaud. Donc en fait, c'est très rare de trouver des chambres climatisées dans les hôpitaux, notamment dans la baie. Mais c'est plus le cas, et ça change beaucoup. Et notamment, il y a aussi ce qu'on appelle des saveurs, des types de vagues de chaleur qui changent, qui deviennent de plus en plus humides, avec justement des températures qui restent très hautes durant la nuit, etc., avec des nouveaux enjeux. Mais donc il y a en ce moment de la recherche justement sur optimiser, quitte à mettre des chambres climatisées, dans quels services et dans quels hôpitaux les optimiser ou commencer pour un petit peu. Donc il y a de la recherche qui est très opérationnelle pour le coup, vraiment là où est-ce qu'on ne peut pas mettre de la clim partout, et de toute façon c'est pas forcément pour les raisons qui étaient discutées préalablement, c'est pas optimal, mais où est-ce qu'il serait le plus pertinent, où est-ce que ça de les mettre et dans un premier temps. Donc ça c'est un exemple. Un deuxième exemple dans lequel je suis plutôt plus impliqué, c'est plus le développement de systèmes d'alerte pour les praticiens, c'est-à-dire que pour justement désengorger les systèmes d'urgence, notamment sur tout ce qui est médecine d'urgence, je pense on dit. Et l'idée c'est d'équiper, donc là on développe des algorithmes justement basés sur différents types d'algorithmes de machine learning pour prédire en fait on a la liste des patients avec énormément d'indicateurs des patients, et on essaie de caractériser les profils de vulnérabilité pour ensuite travailler avec les cabinets de médecins dans le système UC pour envoyer des messages préventifs très personnalisés pour justement éviter des exacerbations, par exemple des gens qui vont avec du COPD,
BPCO. Et je suis content de m'être rappelé. Etc. Pour vraiment justement donc, prévenir de manière générale, mais avec cette volonté justement que ça vienne du système de santé pour désengorger aussi, ou éviter justement des complications, des exacerbations qui sont top. Donc là, on développe ces algorithmes avec plusieurs médecins et aussi assurances. Il y a aussi l'enjeu des assurances qui est très états-unien pour le coup. Mais on a beaucoup de travaux là-dessus. Et enfin, juste un dernier plus, santé mondiale, pour pas dire santé globale, parce que j'ai l'impression que c'est pas la même traduction. On a aussi sur tout ce qui est lien entre vaccination et variables sensibles au climat, où on a par exemple pu mettre en évidence dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne les impacts des sécheresses et des anomalies de précipitation de manière générale sur l'accès aux campagnes de vaccination. Et on a notamment pu mettre en évidence que quand il y avait des campagnes de vaccination, notamment par rapport au rotavirus, qui étaient suivies dans les semaines suivantes, d'une précipitation extrême, d'une anomalie de précipitation positive, on voyait justement une augmentation des cas des maladies diarrhéiques assez élevées. Donc juste aussi sur ces aspects de campagne de vaccination, de médecine ambulatoire, en lien avec les variables sensibles, c'est important. Un autre exemple rapidement, c'est aussi sur les natalités. Là, on a un projet qui vient de terminer en Inde sur la natalité à la maison. Et justement, on voit vraiment qu'il y a une augmentation de la proportion de femmes qui accouchent à domicile quand il y a une vague de chaleur par rapport à l'accès, des questions d'accès aux soins. Et il y a des campagnes, des programmes de médecine ambulatoire qui sont développés en lien avec des forecasts de vagues de chaleur, etc., pour essayer d'éviter toutes les complications qui sont liées à un accouchement à domicile. Donc voilà, juste pour donner des exemples. Ça fait que je n'ai pas du tout pensé à la question sur les données, mais je pense que c'est bon. Merci beaucoup, en tout cas, tous les quatre, pour vos réponses très éclairantes et inspirantes.